Cher Didier, je vais essayer de vous montrer que la diplomatie française conserve une boussole politique qui indique le Nord. Par la voix de François Mitterrand à la Knesset en 1982, nous étions parmi les premiers à évoquer la perspective des deux États. Solution qui s'est imposée depuis comme une nécessité historique. La France défend de longue date les aspirations légitimes du peuple palestinien en accompagnant sa quête d'indépendance. Et c'est en cohérence avec cet engagement que la France a voté le 29 novembre 2012 en faveur du rehaussement du statut de la Palestine à celui d'État non membre de l'Organisation des Nations Unies. Ce choix répondait à une exigence de raison face aux révolutions arabes. Le droit du peuple palestinien à un État n'est pas moins légitime que celui des autres peuples arabes à la liberté et à la démocratie. Il s'agissait aussi, 65 ans après l'adoption de la résolution 181, qui en avait posé le principe, de sanctuariser la solution des deux États mise à mal sur le terrain. Mais c'est seulement par la négociation entre les deux parties, c'est-à-dire entre Israël et l'OLP, et non pas l'autorité palestinienne, dans le cadre d'un règlement de paix juste et global, que l'on pourra aboutir à la concrétisation d'un État palestinien viable et souverain, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. La France, avec les Européens, en articulation avec les efforts des États-Unis, et ce conduit dans le cadre de l'initiative arabe de paix, poursuit depuis plusieurs années une double approche en ce sens. Elle s'emploie d'une part à construire un consensus international sur les paramètres généraux qui ont été évoqués tout à l'heure, d'une résolution du conflit, et elle contribue d'autre part à consolider les institutions du futur État de Palestine sur le terrain. Premier objectif, construire le consensus international sur la solution des deux États. De la déclaration de Venise en juin 80 à celle de Berlin en mars 99, puis aux conclusions du Conseil Affaires étrangères de décembre 2009, on mesure le chemin parcouru par l'Europe. Du droit, de la proclamation du droit à l'autodétermination des Palestiniens par l'Europe des 9, à la création d'un État viable par celle des 15, et à la définition de ses contours généraux par celle des 27. Et dans la construction de ce consensus européen, la France a joué un rôle moteur, étant souvent la première, parfois la seule, à avancer des propositions nouvelles, s'agissant par exemple de la vocation de Jérusalem à devenir la capitale des deux États. Ces principes ont pu, sur le moment, susciter de fortes oppositions. Mais il est frappant de constater, malgré tout, rétrospectivement, comment s'est progressivement forgé un consensus européen d'abord, euro-américain ensuite, sur une notion comme celle d'État palestinien, avant que ne s'y rallient la scène politique et l'opinion israélienne dans leur grande majorité. Un mouvement qui répond d'ailleurs au ralliement de l'OLP et derrière elle des Palestiniens à la reconnaissance d'Israël. Et cette convergence historique est porteuse d'espoir selon nous. Aujourd'hui, les paramètres généraux d'un accord sont largement connus, à défaut d'être pleinement agréés par les parties. Un règlement négocié pour que l'État d'Israël et l'État souverain et indépendant de Palestine, ayant tous deux Jérusalem pour capitale, puissent coexister en paix et en sécurité, des arrangements garantissant la sécurité d'Israël dans le respect de la souveraineté du futur État de Palestine, qui, pour être viable, devra être établi sur la base des frontières de 1967, avec bien sûr la possibilité d'échanges de territoires équivalents et agréés, et enfin une solution concertée, juste et équitable au problème des réfugiés. Et enfin, dernier principe essentiel, celui d'un accord mettant fin à absolument toutes les revendications. C'est le principe du « end of all claims » sur lequel ont buté les négociations de Camp David. Ces principes, le président de la République les a portés pendant sa visite en Israël et en Palestine en novembre 2013, manifestant par des gestes symboliques, dépôt de gerbes sur les tombes de Théodore Herzl et de Yasser Arafat, notre égal attachement aux aspirations nationales des deux peuples, tenant aux uns comme aux autres le même discours sur l'impératif de la paix et des compromis qu'elle implique. Sa visite à Jérusalem-Est, au domaine national de Sainte-Anne, où il a appelé à la réouverture des institutions palestiniennes, notamment la Maison d'Orient. Sa rencontre avec des Palestiniens au musée Mahmoud Darwish, dont plusieurs jeunes s'exprimant en direct depuis Gaza, ont témoigné de l'importance accordée par la France à l'unité humaine, territoriale et politique de la Palestine, gage de la viabilité du futur État. Il s'agit désormais de rallier les parties à des paramètres
car trop longtemps le processus de paix a achoppé sur l'absence d'accord, même minimal, sur l'objet même de la négociation, donnant le sentiment que le processus pouvait se suffire à lui-même. C'est aujourd'hui tout l'enjeu des efforts américains. Pour obtenir un cadre agréé dont on ne peut préjuger le contenu, mais qui sans doute recoupera largement les paramètres forgés depuis 30 ans par les Européens. Au-delà des paramètres, la France a marqué avec ses partenaires européens sa disponibilité à contribuer à la mise en œuvre concrète d'un accord par le déploiement de forces internationales, si les parties en formulent la demande, ou à travers la mise en place d'un mécanisme international sur les réfugiés. Deuxième objectif stratégique, construire les bases d'un État sur le terrain. Pierre Duquesne l'a évoqué ce matin, j'y reviens brièvement. L'État de Palestine se construit en effet jour après jour sur le terrain. C'était l'ambition de la conférence qui s'est tenue à Paris en décembre 2007. On reproche parfois à la communauté internationale de financer l'occupation, de contribuer à la pérennisation du statu quo. Mais c'est méconnaître la profonde transformation de l'autorité palestinienne opérée ces dernières années. Sortie totalement exsangue de la seconde intifada, elle a été jugée par la Banque mondiale en avance en termes de réforme par rapport à la plupart des pays de la région, et le comité ad hoc de liaison des donateurs a considéré que l'autorité palestinienne était au-delà du seuil d'un État fonctionnel dans les secteurs clés. Pour reprendre l'expression de Pierre Duquesne, il y a sans doute plus d'États dans ce non-membre observateur de l'ONU que dans certains des pays membres de plein droit de l'organisation. À cet effort collectif, la France a pris toute sa part, 350 millions d'euros depuis 2008, dont 120 millions d'aides budgétaires directes, première priorité mondiale du Quai d'Orsay. En dépit des contraintes budgétaires, cet effort est demeuré constant, à la différence d'ailleurs de l'aide arabe et américaine. Il a visé à une pleine inclusion de Gaza, qui représente le quart de notre aide globale, et où, pour ne citer qu'un exemple, où nous venons d'inaugurer un centre culturel qui est l'unique fenêtre ouverte sur place sur le monde extérieur. Donc s'il ne saurait y avoir de paix économique, il doit y avoir un accompagnement économique du processus de paix. Le président de la République a marqué à cet égard notre disponibilité à accueillir, à organiser une nouvelle conférence des donateurs à Paris pour accompagner les efforts de paix. S'il faut pour cela une dynamique de négociation, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'un accord soit conclu, mais il importe que soient levées les restrictions économiques au développement palestinien face au ralentissement préoccupant de l'activité et à l'insuffisance chronique d'un développement qui est trop fondé sur une logique de projet et d'autorisation. Cette double approche, consistant à construire simultanément les bases d'un accord et les bases d'un État, pour réussir, doit préserver la solution des deux États sur le terrain, remobiliser les acteurs régionaux et internationaux et surmonter les réticences des partis et le scepticisme des opinions. C'est les trois défis à relever. Je les évoque brièvement parce que je sais que le temps tourne et que Didier veille. Qu'une seule minute. Ça va être un défi difficile à relever. Premier défi, préserver la solution des deux États sur le terrain. Depuis Oslo, le processus de paix est confronté à une double menace, celle de la violence et celle de l'unilatéralisme. Une violence terroriste, contraire à toutes les normes internationales, qui a créé un mur de défiance entre les deux parties. Un unilatéralisme contraire aux accords conclus qui sapent sur le terrain les bases mêmes de la solution des deux États. Alors, loin des habituelles conventions de langage qu'on reproche parfois aux Européens, l'Union européenne a mis en garde en décembre dernier dans ses conclusions, je vous y renvoie, contre le développement d'une réalité à un État. Je la cite, « One State Reality », soulignant qu'elle ne serait pas compatible avec les aspirations souveraines et démocratiques des deux parties. Cette réalité, vous la connaissez, c'est celle de la colonisation qui efface sur le terrain la ligne verte en développant son emprise sur près de la moitié de la Cisjordanie à la faveur notamment du doublement des colons depuis Oslo, passé de 270 000 à 530 000. Depuis la reprise des négociations, 10 000 nouvelles unités de logement ont été annoncées. La France a condamné ces mesures illégales au regard du droit international, parce qu'elles nuisent à la confiance nécessaire à la poursuite des négociations, parce qu'elles constituent un obstacle à la paix. Et le président de la République, pendant sa visite devant la Knesset, a appelé à l'arrêt total et définitif de la colonisation. Face à la colonisation, il ne s'agit pas pour la France et ses partenaires européens de rentrer dans une logique de sanctions, mais d'opérer une distinction entre ce qui relève des frontières internationalement reconnues d'Israël et des territoires occupés, étant entendu que les instruments européens n'ont vocation à être mobilisés
que dans le périmètre des premières, à l'exclusion donc des colonies. C'est le sens des conclusions du Conseil Affaires étrangères de décembre 2012, et c'est le sens des lignes directrices de la Commission européenne adoptées en juillet 2013. Notre souci est de poursuivre les coopérations existantes avec Israël, comme en témoigne la conclusion d'un accord sur le programme Horizon 2020, tout en tirant les conséquences pratiques de notre opposition au développement de la colonisation. À cet égard, d'autres mesures sont à l'étude, comme l'étiquetage du produit des colonies, déjà adopté au Royaume-Uni et au Danemark. Le défi du terrain, c'est aussi Gaza, 1 minute pour l'évoquer, où la situation continue de se détériorer, ce qui fait peser une hypothèque sur la poursuite du processus de paix. Il importe que le blocus de Gaza soit levé, et la France est prête à cet égard à travailler avec un gouvernement palestinien d'union qui, sous l'autorité d'Abbas, respecterait les accords conclus avec Israël ainsi que les principes du processus de paix. Mais cela implique cependant que le Hamas s'engage dans la voie suivie par l'OLP au tournant des années 90. En 2 mots, deuxième défi, remobiliser les acteurs régionaux et internationaux. C'est la priorité à accorder au processus de paix. C'est la nécessité de se mobiliser sur une solution définitive. L'objectif doit être clair 20 ans après Oslo, statut final et non statu quo, même aménagé. Troisième défi, c'est rallier les responsables des opinions des 2 parties. Ça a été évoqué tout à l'heure. Les opinions massivement ne croient pas à un accord, mais confrontées à un cadre de négociation équilibré, seraient prêts à s'y rallier. Au final, le conflit israélo-palestinien présente ce paradoxe qu'au fur et à mesure que se précisent les contours d'un accord de paix, semble s'éloigner la perspective de sa conclusion. Et donc il s'agit en quelque sorte de gagner cette course de fond entre la consolidation de la solution des 2 États et l'érosion de ses bases politiques et géographiques. L'opportunité qui s'en offre aujourd'hui doit être saisie et la France entend y contribuer.